Je m'appelle Whitney Barrett. J'ai 38 ans. Et je possède une entreprise d'aménagement paysager et de construction extérieure sur mesure. J'ai commencé avec une camionnette rouillée, une tondeuse à gazon d'occasion et une pile de prospectus que j'avais imprimés dans une bibliothèque quand j'avais 22 ans. Maintenant, j'ai 3 équipes, une cour pleine d'équipements, et nous construisons tout. Des patios de jardin confortables à ces ridicules étangs de carpe-koi que les gens riches installent à côté de leur piscine. Je ne suis pas ce que vous appelleriez raffiné. Mes mains sont calleuses toute l'année. Peu importe avec quelle force je frotte. Il y a généralement un mince croissant de terre sous mes ongles. Je possède plus de bottes de travail que de talons. Mais je suis fier de ce que j'ai construit. C'est réel. C'est à moi. Quand je passe devant une maison sur laquelle j'ai travaillé il y a 3 étés et que je vois des enfants jouer sur une terrasse que j'ai conçue, je ressens quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Pendant les 4 dernières années, ma vie a tourné autour de Daniel Anderson. Il a 32 ans, il est soigné, charmant, le genre d'homme qui n'a jamais de saleté sous les ongles. Sauf si cela fait partie d'un voyage de camping ironique pour Instagram. Il travaille dans les relations publiques pour une grande entreprise du centre-ville. Gestion de crise, narration de marque, façonner les récits. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais avec le recul, tout paraît évident et arrogant. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un barbecue dans un jardin. Je venais juste de quitter un chantier, portant encore un t-shirt d'entreprise délavé, la queue de cheval à moitié défaite. Daniel est arrivé en retard dans une chemise blanche impeccable et des mocassins qui n'avaient jamais rencontré une flaque d'eau. Il m'a versé un verre, m'a posé des questions sur mon entreprise au lieu de mon week-end, et a réellement écouté quand je parlais de système de drainage et de murs de soutènement. Il souriait comme si c'était fascinant, pas ennuyeux. Je me souviens avoir pensé, il me voit, la vraie moi. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il m'a emmené dans des endroits où je n'étais jamais allé, des bars sur les toits, des galeries d'art. Un gala d'hiver où j'ai passé toute la soirée à m'inquiéter de trébucher avec mes talons de location et de renverser du champagne sur la robe haute couture de quelqu'un. Il savait toujours quel vin commander, quelle fourchette utiliser. Et comment parler aux gens riches comme s'il était né en smoking. Je pensais que nous nous équilibrions. Mes aspérités et son raffinement, mon monde d'analyse de sol et de plans. Et son monde de communiqué de presse et de cocktails. Je me disais que nous étions une équipe, la terre et l'air. Le problème, la question, comme il le formulerait probablement, c'était nos origines. J'ai grandi dans une petite maison ordinaire. Mon père était mécanicien. Ma mère était aide-enseignante. Nous avions des meubles d'occasion, un ventilateur bruyant dans le couloir. Et des vélos de seconde main. Ce n'était pas glamour, mais c'était chaleureux et bruyant et plein d'amour. La famille de Daniel était différente. Vieille fortune est le terme poli. Son père est un chirurgien bien connu. Sa mère dirige une fondation caritative qui organise des déjeuners de bienfaisance avec des desserts à étage et des ventes aux enchères silencieuses. Ils vivent dans un monde d'adhésion à des clubs et de vacances d'été dans un endroit qui exige des pantalons en lin et des chaussures bateau. La première fois que je suis arrivé devant leur maison, j'ai cru que c'était un hôtel de charme. J'avais rencontré ses parents une poignée de fois. Ils étaient toujours polis. Sa mère complimentait ma robe de cette manière faible, légèrement surprise. Comme si elle était surprise que je sache en choisir une. Son père posait beaucoup de questions sur mon entreprise, marge bénéficiaire, fidélisation des employés, ce genre de choses. J'avais moins l'impression qu'il apprenait à me connaître que qu'il effectuait un audit. Il y avait toujours une distance, civile, froide, comme si j'étais un cas d'étude intéressant. Pas la femme que leur fils pourrait épouser. Et c'était ça le problème. Je n'étais jamais invité aux grandes réunions de famille, aux vacances, aux événements où tout le monde venait de loin. Il y avait toujours une raison. La famille du côté de ma mère est intense. Tu détesterais ça, disait Daniel en m'embrassant sur le front. Papa organise un truc de l'hôpital. Ça t'ennuierait à mourir. Il y a une tonne de drames familiaux.
Je ne veux pas te jeter dans le grand bain tout de suite. Je te protège. Me protéger. Ce mot me faisait me sentir chéri, en sécurité. Je ne voyais pas que ce qu'il faisait vraiment, c'était les protéger, eux, de moi. Il y a 6 mois, Daniel m'a demandé en mariage. Il a réservé un week-end dans un chalet au bord d'un lac. Avec des guirlandes lumineuses sur la terrasse, une bague cachée dans un dessert. Il a fait semblant de le brûler et m'a fait venir vérifier. C'était kitsch et adorable et exactement le genre d'histoire que les gens aiment entendre. La bague, élégante, classique et assez chère pour faire court-circuiter mon cerveau pratique. Je m'en fichais. À ce moment-là, je voyais juste un avenir, un mari, peut-être des enfants. Un nom de famille partagé sur une boîte aux lettres que je construirais moi-même. Daniel a insisté pour que nous portions tous les deux des bagues de fiançailles. Il avait lu un article sur le fait que c'était un symbole moderne d'égalité. Ça ne devrait pas être seulement les femmes qui se promènent marquées comme prises, avait-il dit. Nous sommes dans le même bateau. Cela semblait un peu étrange. La plupart des hommes que je connaissais ne portaient pas de bague de fiançailles. Mais c'était important pour lui. Alors, j'ai porté la mienne, un simple anneau en platine qu'il avait choisi avec ses amis. Il portait la sienne. Nous avons posté une photo de nos mains entrelacées. Les gens ont commenté, Power Couple. J'y ai cru. Mardi soir, 4 mois après la demande en mariage, tout s'est fissuré. Daniel a invité ses 2 plus proches amis à boire un verre. Chloé et Isabella. Elles font partie de son petit cercle social très uni. Pensez sac à main de créateur, fils d'actualité soigné et discussion de groupe avec des noms. Elles devaient être mes demoiselles d'honneur un jour. Du moins, c'est ce que je pensais. Elles ont apporté 2 bouteilles de vin cher et une boîte de macarons. J'ai préparé un plateau de fromage et j'ai essayé de ne pas m'inquiéter de savoir si j'avais choisi le bon type d'olive. À 20h, les rires ont commencé à se répandre dans le couloir. À 21h, ils étaient plus forts, plus aigus. J'étais dans mon bureau à domicile, la pièce juste à côté du salon. En train de terminer des factures sur mon ordinateur portable. Les murs ne sont pas épais. J'ai entendu Daniel au téléphone à travers eux une centaine de fois. J'ai essayé de les ignorer. Vraiment. Et puis j'ai entendu Chloé dire, aussi clairement qu'une cloche, alors ? Est-ce que le 60e anniversaire de ta mère est toujours le grand début familial pour Whitney ? Il y a eu une pause. Dans ma tête, je pouvais voir le visage de Daniel, ce sourire charmant et facile. Ce que j'ai réellement entendu, c'est un rire court et sec. Pas son rire habituel. Celui-ci avait un ton acerbe. Mon Dieu, non, a dit Daniel. Sa voix dégoulinait d'un dédain que je n'avais jamais entendu auparavant. Tu imagines ? Je ne la laisserai jamais rencontrer ma famille élargie. Elle est trop embarrassante. Je me suis figé. Je ne le dis pas de manière poétique. Mes mains se sont arrêtées sur le clavier. Mes poumons ont oublié leur travail. Le curseur sur l'écran clignotait comme un battement de cœur tandis que le mien s'arrêtait. Embarrassante. Ce mot résonnait dans ma tête comme s'il avait son propre système de sonorisation. Isabella est intervenue. Sirupeuse et fausse. Tu dois le faire, Dani. Tu ne peux pas la garder dans l'ombre pour toujours. De quoi parlerait-elle avec ton oncle Robert ? De Pailly ? Ils ont tous éclaté de rire. Cela sonnait comme du verre brisé à mes oreilles. Du Pailly. C'est ce que le travail de ma vie était pour eux. Du Pailly et de l'embarras. Je sais. Je sais, a dit Daniel, reprenant son souffle entre 2 rires. Je travaille sur un plan. Le but est de passer le cap du mariage. La verrouiller. Puis la former petit à petit. C'est une bonne pourvoyeuse. Il faut juste polir les aspérités. Ou passer à un modèle supérieur, a ajouté Chloé. Encore des rires. Je n'ai pas entendu ce qui a suivi. Pas vraiment. Un rugissement a rempli mes oreilles comme si quelqu'un avait allumé un ventilateur industriel à l'intérieur de ma poitrine. Tout mon corps semblait anormal. J'ai regardé mon propre reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur portable.
La même queue de cheval en désordre, les mêmes yeux fatigués. Seulement maintenant, au lieu de voir une chef d'entreprise. Une femme qui a construit sa propre vie. Je voyais ce qu'il voyait quand il pensait que je n'écoutais pas. Un projet, un embarras. La femme que Daniel allait épouser n'était pas une partenaire. C'était un projet à rénover, un secret à gérer. Je ne suis pas sorti en trombe. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas demandé d'explication, ni pleuré, ni supplié. Je suis juste resté assise là, dans le bureau sombre, mes mains posées sur le clavier. Pendant que quelque chose en moi changeait. La douleur était là. Un poids profond et écrasant qui appuyait sur mes côtes. Mais en dessous, quelque chose d'autre a commencé à se former. Froid, solide, précis. Il pensait que j'étais simple. Il pensait que j'étais facile à gérer. Il a oublié que tout mon travail consiste à prendre un terrain sauvage et inégal et à le transformer. Exactement en ce que j'ai imaginé. Étape par étape, phase par phase. Cette nuit-là, dans ce fauteuil, j'ai cessé d'être son projet. Je suis devenu l'architecte. Il venait de me remettre le plan de la façon dont il me voyait, dont il nous voyait. Alors j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé dans l'obscurité de ma propre maison. Et j'ai commencé à esquisser un plan différent. Il ne voulait de moi nulle part près de sa famille. Très bien. Je m'assurerai absolument que la seule fois où il me verrait dans son histoire serait juste. Avant de la voir s'effondrer autour de lui. Les 24 heures qui ont suivi cette conversation ont été les plus longues de ma vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à côté de Daniel dans notre lit, fixant le plafond. Écoutant sa respiration douce et régulière tandis que mon esprit rejouait ses mots en boucle. Trop embarrassante. La former. Bonne pourvoyeuse. Passer à un modèle supérieur. Vers 3 heures du matin, il a bougé et a passé un bras autour de ma taille. Me serrant plus près dans son sommeil. J'ai regardé sa main sur mon ventre et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de chaleur, pas de sécurité, juste une distance froide et clinique. Comme si je regardais deux inconnus dans un lit d'hôtel. Au matin, j'avais un plan, ou du moins une première étape. Je me suis déplacé comme un fantôme dans ma propre cuisine, j'ai fait du café, des toasts. Daniel est entré en titubant, les cheveux en désordre, encore à moitié endormi. Bonjour, a-t-il marmonné, se penchant pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai laissé faire. Mon visage n'a pas bougé. Tu es levé tôt, a-t-il dit en se servant du café. Gros projet aujourd'hui. Quelque chose comme ça, et je dis. Il n'a pas remarqué le son de ma voix. Il n'a jamais vraiment écouté mon ton, juste mes réponses. J'ai un appel clientaux, a-t-il dit en regardant son téléphone. Maman pourrait passer plus tard pour déposer des décorations qu'elle teste pour la galerie. Ne la laisse pas t'embarquer dans quoi que ce soit. D'accord ? Je te protégerai du pire. Me protéger, bien sûr. Il a embrassé le sommet de ma tête et est sorti en sifflotant. Dès que j'ai entendu sa voiture s'éloigner, j'ai posé mon café. Pris mon téléphone et appelé mon avocat. Je l'ai depuis des années. Quand on dirige une entreprise avec des employés, des camions et des contrats, on a besoin de quelqu'un qui connaît la loi mieux que soi. Il a décroché à la 3e sonnerie. Whitney, salut, tout va bien? Non, et je dis, mais ça va aller. Je lui ai tout raconté, pas les parties émotionnelles. Celles-là, je les ai gardées enfouies, pressées à plat comme des feuilles dans un livre. Je lui ai donné les faits. Nous vivons dans ma maison, que j'ai achetée avant de rencontrer Daniel. L'hypothèque est remboursée depuis longtemps. Son nom n'est pas sur l'acte de propriété. Nous avons un compte d'épargne commun pour le mariage. Mais nous avons gardé la plupart de nos autres finances séparées. Nous sommes fiancés, mais pas mariés. Il n'y a pas d'entreprise en copropriété, pas de contrat de mariage signé. Il a écouté en silence. Quand j'ai fini, il y a eu un moment de silence au bout du fil. Eh bien, a-t-il dit finalement, d'un point de vue juridique. Vous êtes en position de force. La maison est à vous. Tant que vous ne l'avez ajoutée à rien. Il n'a aucun droit dessus.
Et le compte du mariage, et je demandai. Vous avez tous les deux droit à la moitié de ce qu'il y a dedans, a-t-il dit. Si vous envisagez de rompre, je vous conseille de déplacer votre moitié sur un compte personnel séparé. Et le plus tôt sera le mieux. Pas par dépit. Par autoprotection. Une fois que les émotions s'en mêlent. Les gens font des choses stupides avec l'argent. J'ai regardé par la fenêtre mon camion dans l'allée. Le logo délavé que j'avais peint moi-même des années auparavant. D'accord, et je dis. Donc si je déplace la moitié, c'est légal. Ça l'est, a-t-il dit. Prenez exactement la moitié. Pas plus. Vous n'essayez pas de prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous tracez une ligne. Documentez tout. Je le fais toujours et je dis. Whitney, a-t-il ajouté, sa voix plus douce. Je suis désolé. Vous n'avez pas l'air vous-même. Je ne le suis pas et je dis. Mais je le serai. Nous avons raccroché. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le montant sur le compte commun. Tout cet argent représentait un avenir, des acomptes pour un lieu de réception, un traiteur. Des essayages de robes, des invitations même pas encore envoyées. Une vie que je pensais construire avec quelqu'un qui me respectait. J'ai divisé le solde en deux, au centime près. Mon pouce a plané sur l'écran un instant. Puis j'ai appuyé sur transférer. La moitié du compte a glissé proprement dans mon épargne personnelle. Une petite barre sur l'écran a bougé, et avec elle, quelque chose en moi s'est apaisé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'équilibre. Ensuite, je suis allé sur Internet. Daniel m'avait dit que la fête du 60e anniversaire de sa mère ce week-end n'était qu'un petit dîner de famille. Rien d'important, rien d'intéressant, aucune raison que je m'en préoccupe. J'avais souri et dit, bien sûr, chérie. Du temps en famille. Il aurait vraiment dû considérer le fait que je vis aussi sur Internet. Il m'a fallu 5 minutes pour trouver la vérité. La fondation de sa mère avait une page d'événements publics, avec des images glacées et une légende. Rejoignez-nous pour célébrer le 60e anniversaire du Dr Anderson lors d'un gala privé en soutien à la fondation, nom de la fondation. Il y avait des photos de la galerie, une liste d'invités qui se lisait comme le bruit au local. Sponsor, donateur, une nuit d'impact et d'élégance, disait le texte. Un petit dîner de famille, oui, bien sûr. J'ai regardé l'écran, la mâchoire serrée. Il ne s'agissait pas seulement de ne pas m'inviter. Il s'agissait de me cacher. Il allait entrer là-bas, sourire pour les photos, siroter du champagne et prétendre que sa fiancée, sa supposée égale, n'existait pas. Très bien. J'ai cliqué sur un nouvel onglet. Si Daniel allait traiter cela comme un événement de relations publiques, je le ferai aussi. Premier appel, un service de voiture de luxe. Le genre qui envoie des berlines noires et des chauffeurs en costume. Le genre que la famille de Daniel utilise pour les transferts à l'aéroport et les événements spéciaux. Bonjour, et je dis quand la réceptionniste a décroché. Je voudrais réserver une berline pour vendredi après-midi. Prise en charge à mon adresse. Dépôt à. Nom de la galerie. Elle m'a donné un prix. J'ai réservé. Je leur ai donné le nom complet de Daniel, mon adresse et l'heure. J'ai ajouté une instruction supplémentaire. Le chauffeur devra avoir une enveloppe dans la boîte à gants à remettre à Daniel à son arrivée. Je la fournirai plus tard. Deuxième appel, une entreprise professionnelle de déménagement et de stockage. J'ai besoin d'une équipe pour emballer et déménager le contenu d'une chambre, d'une salle de bain et d'une partie d'un salon, et je dis. Vêtements, objets personnels. Quelques décorations. Je veux que tout soit déplacé dans un garde-meuble climatisé à mon nom. Ils ont demandé les dates. J'ai choisi vendredi matin, le même jour que la voiture. Faites tout sortir et disparaître avant que Daniel ne rentre à la maison. Ils ont demandé s'il y aurait quelqu'un d'autre. Non, et je dis, juste moi. Quand j'ai raccroché, la maison semblait différente. Pas encore, pas de manière évidente, mais comme un décor juste avant un changement de scène. Tout en place pour juste un instant de plus. Le jeudi,
j'ai commencé ma performance. Je suis rentré du travail avec un petit bouquet de lys blancs, les préférés de Daniel. Ils ont embaumé toute la cuisine d'une odeur de hall d'hôtel. Il est rentré plus tard que d'habitude, la cravate desserrée. En train de faire défiler son téléphone. Et a-t-il dit, surpris. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai réfléchi et je dis, forçant ma voix à être douce, aérienne. La version de Whitney qu'il aime le plus. Nous avons tous les deux été stressés. L'organisation du mariage. La fête de ta mère. Je voulais faire quelque chose juste pour nous. Il a souri, instantanément accroché. Continue. J'ai réservé un week-end romantique surprise et jeudi. Nous partons demain après-midi, retour dimanche matin. Juste à temps pour que tu voies ta mère le jour de son anniversaire. Ses yeux se sont illuminés de cette manière qui, autrefois, faisait chavirer mon cœur. Maintenant, cela ressemblait juste à de la fin pour l'histoire qu'il raconterait plus tard. Oui. C'est. Waouh, vraiment, a-t-il dit. Où allons-nous? C'est une surprise et je dis. Prépare juste un sac de voyage et quelque chose de joli à porter pour le dîner de demain. Je m'occupe de tout. Finalement, la voix de Chloé a retenti derrière lui. Elle l'avait suivi à l'intérieur, Isabella juste derrière elle avec une bouteille de vin. Notre fille apprend la romance. Notre fille? Comme si j'étais un projet qu'elles élevaient collectivement. Je lui ai souri, des dents et rien d'autre. Tu n'as aucune idée et je dis. Elles n'ont pas entendu le ton tranchant. Elles ne l'ont jamais fait. La conscience de soi n'était pas leur point fort. Elles ont ouvert le vin. Daniel leur a parlé de l'escapade mystère, vendant l'histoire pour moi. Elles ont poussé des cris, spéculé sur les destinations. Plaisanté sur le fait que je complotais quelque chose. J'ai ri au bon moment. Quand Daniel est sorti pour prendre un appel, Chloé s'est penchée sur le comptoir et a souri. Tu vois, a-t-elle dit. Tu montes en niveau. C'est le genre de choses que sa famille attend. J'ai incliné la tête. Bon à savoir et je dis. Je ne voudrais embarrasser personne. Elle a trinqué son verre contre le mien. Inconsciente de la façon dont mes doigts se resserraient autour du pied. Cette nuit-là, seul dans le lit, j'étais allongé sur le côté, face au mur. Pendant que Daniel faisait défiler son téléphone derrière moi. Je me sens vraiment chanceux, tu sais, a-t-il murmuré, passant un bras autour de moi. La plupart des filles seraient collantes à propos de ce week-end avec ma mère. Tu es juste cool. Tu comprends. J'ai regardé l'ombre de nos mains jointes sur le mur. Oh, je comprends et je dis doucement. Il a embrassé mon épaule. Nous formons une bonne équipe, toi et moi. Dans le noir, mes yeux ont piqué. J'ai laissé les larmes où elles étaient, non versées, comme des pierres claires. Nous le sommes et je dis, juste peut-être pas de la manière que tu penses. Vendredi matin, j'ai appelé mon contremaître et lui ai dit que je ne serais pas sur le chantier. Affaire personnelle et je dis. Il n'a pas posé de questions. Il a vu assez de divorces compliqués. De bébés surprises et de saisies immobilières parmi nos clients pour savoir quand ne pas être indiscret. À 9 heures précises, le camion de déménagement s'est garé dans l'allée. 3 hommes en sont sortis, professionnels et efficaces. Je leur ai fait visiter la maison. Tout ce qui est manifestement des vêtements pour hommes dans ce placard. Et je dis en faisant coulisser les portes de la chambre. Toutes ces chaussures, la boîte à montres, le plateau de parfum. Dans la salle de bain, tout ce qui n'est pas à moi. Dans le salon, ces photos encadrées, l'étagère de droite, et cette stupide sculpture en métal. L'un d'eux a reniflé avant de se reprendre. Compris, a-t-il dit. Ils ont emballé rapidement, méthodiquement. Chaque paire de ces jeans de créateur, chaque bouton de manchette. Chaque paire de chaussettes pliées, la veste en cuir qu'il adorait. Les photos de remise de diplôme avec ses parents. La toile d'un art abstrait qu'il jurait être si significative. À chaque boîte qui quittait la maison, ma respiration devenait plus facile. À midi, son côté du placard était vide. Le comptoir de la salle de bain semblait méconnaissable sans ses soins de la peau coûteuse alignée à.
Côté de ma crème hydratante de pharmacie. Le salon paraissait soudain plus grand sans son mur de galerie organisé. Ils ont chargé les boîtes dans le camion, m'ont donné le numéro du garde-meuble, la clé et la liste d'inventaire. Besoin d'aide pour déplacer autre chose, a demandé l'un d'eux. J'ai regardé les espaces vides. De petits fantômes de l'endroit où sa vie se trouvait. Non, et je dis. Je pense que je vais m'en sortir à partir de maintenant. Quand ils sont partis, j'ai changé toutes les serrures de la maison. Porte d'entrée, porte arrière, garage, la petite porte latérale que personne n'utilisait jamais. Le son de chaque nouveau pêne dormant glissant en place ressemblait à de la ponctuation. Clic. C'est ma maison. Clic, tu n'as pas le droit de revenir. À 4 heures, la berline noire s'est glissée dans mon allée, élégante et silencieuse. Le chauffeur est sorti, ajustant sa veste. Madame Barrett, a-t-il demandé. C'est moi, et je dis, en lui tendant une enveloppe avec ses instructions et son pourboire. Le passager est Daniel Anderson. Vous l'emmènerez à nom de la galerie. À votre arrivée. Vous lui donnerez ceci. J'ai tendu une deuxième enveloppe plus petite. De la boîte à gants. Ensuite, vous partez immédiatement. Il a hoché la tête, professionnel et impénétrable. Compris. Quelques minutes plus tard, la voiture de Daniel est arrivée. Il est sorti avec son sac de voyage, l'excitation vibrant presque en lui. Chloé et Isabella étaient de nouveau avec lui, une bouteille de champagne à la main. Prêtes à nous dire au revoir. Elles étaient assises sur mon canapé, flûte levée, quand je suis entré dans le salon. La voiture est là, et je dis en souriant. Daniel s'est levé d'un bond et m'a embrassé. Je suis tellement excité, a-t-il dit. Tu es sûr que tu ne veux pas que je sache où nous allons? J'en suis sûr, et je dis. Tu le sauras assez tôt. Ses amis nous ont suivis jusqu'à la porte, filmant de petits clips pour leurs stories. Roucoulant sur les couples Gaulle. J'ai ouvert la porte d'entrée et je me suis écarté pour qu'ils puissent voir la voiture noire qui attendait comme dans un film. Waouh, a-t-il soufflé. D'accord, c'est fou, oui. Je voulais que ce soit spécial, et je dis. Nous avons marché jusqu'à la voiture ensemble. Le chauffeur a ouvert la porte arrière. Je tenais le sac de Daniel. Tiens, et je dis en le lui tendant. Passe un moment incroyable. Il a cligné des yeux, confus. Attends, tu ne viens pas? Je me suis penché et je l'ai embrassé légèrement sur la joue. Non, et je dis, mon sourire stable. Ceci est pour toi. Il est temps que tu passes du vrai temps de qualité avec ta famille. Sa confusion s'est approfondie, se transformant en autre chose. Un malaise. De quoi parles-tu, a-t-il demandé, à moitié en riant. Je lui ai tendu une épaisse enveloppe de couleur crème avec son nom écrit dessus de ma main. Ceci devrait tout expliquer, et je dis. Bon voyage, Daniel. Avant qu'il ne puisse attraper mon bras, avant que Chloé ou Isabella ne puissent ouvrir la bouche. J'ai tourné les talons, je suis retourné à ma porte d'entrée et je l'ai fermée. Et cette fois, quand la serrure a cliqué, le son était final. Le silence après que j'ai fermé la porte ne semblait pas vide. Il semblait propre. À l'intérieur de ma maison maintenant récupérée. Les voix confuses de Chloé et Isabella passaient à travers la porte. Daniel, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ouvre-la. Ouvre l'enveloppe. Est-ce que ça fait partie de la surprise? C'est bizarre. Puis les articulations de Daniel ont frappé la porte durement. Whitney, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement marché plus profondément dans la maison, hors de portée de voix. Et je me suis versé un verre d'eau avec des mains qui étaient étonnamment stables. Pour quelqu'un qui avait été qualifié d'embarrassante, je me sentais remarquablement composé. 5 minutes plus tard. Le flux de ma caméra de sécurité montrait Chloé et Isabella guidant Daniel vers la berline noire. Tous les trois arborant des expressions qui disaient que ce n'était pas l'histoire dans laquelle ils s'attendaient à jouer aujourd'hui. Daniel s'est glissé sur la banquette arrière. La porte s'est fermée, la voiture s'est éloignée, et pour la première fois depuis longtemps. J'ai expiré.
Ce que Daniel a vu dans cette enveloppe pendant qu'il était conduit comme un VIP au gala sur lequel il m'avait menti. Il a ouvert la lettre. Je le sais parce que j'ai tout chronométré à la minute près. La lettre commençait par ses propres mots. Je ne la laisserai jamais rencontrer ma famille élargie. Elle est trop embarrassante. Comme ça, tu n'as pas à te demander si je t'ai entendu. Je l'ai fait. Chaque mot. J'ai écrit avoir entendu son plan pour me former, les blagues de ses amis sur le pays. Et l'humiliation qui a suivi en réalisant que je n'étais pas une partenaire. J'étais un secret. J'ai expliqué que nos fiançailles étaient terminées, calmement, logiquement. Sans aucune théâtralité. Puis j'ai exposé les faits. Ses affaires étaient maintenant dans un garde-meuble sécurisé. La clé était dans une enveloppe plus petite que le chauffeur lui donnerait à son arrivée. Les serrures de la maison avaient été changées. Le compte commun du mariage contenait maintenant exactement la moitié de ce qu'il contenait hier. Je lui ai souhaité bonne chance pour trouver quelqu'un dont il n'aurait pas honte. Pas d'insultes, pas d'explosions émotionnelles, juste la réalité. Emballé proprement dans du papier à lettres crème. J'aime à penser que le silence à l'intérieur de cette voiture était suffocant. Pendant ce temps, à la galerie, pendant que Daniel lisait ma lettre. Quelque chose d'autre se passait en parallèle, chronométré avec précision. Un coursier a livré une petite boîte au bureau de son père à la galerie, marquée et privée. À l'intérieur se trouvaient les 2 bagues de fiançailles. La mienne et celle que Daniel insistait pour que nous portions tous les 2 pour l'égalité. Une note formelle. Dr Anderson. Je vous les retourne car l'engagement qu'elles étaient censées symboliser n'était pas mutuel. Je m'excuse pour toute perturbation que cela cause à votre famille. Whitney Barrett. Compte tenu de son obsession pour la réputation et les apparences. Je savais exactement ce que ce geste signifierait pour lui. Des fiançailles rompues sont un ragot. Mais une fiancée qui rend les 2 bagues directement à un chirurgien éminent pendant le gala d'anniversaire de sa femme. C'est un gros titre. Et comme je l'ai découvert plus tard, c'est exactement comme cela que ça s'est passé. De retour chez moi. Chloé et Isabella sont parties après une autre rafale d'appels auxquels je n'ai pas répondu. Elles ont démarré en trombe, quittant mon allée dans un nuage de suffisance et de confusion. Au moment où leur voiture a disparu au bout de la rue. La maison est tombée dans un silence profond et satisfaisant. Je me suis affalé sur le canapé. Le canapé que Daniel critiquait autrefois pour être trop décontracté. Et j'ai laissé le calme s'installer en moi. Mon téléphone a vibré. Daniel, puis de nouveau, sa mère. Des numéros inconnus. Chloé, Isabella. Je n'ai lu aucun message. Au lieu de cela, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le placard. Son côté était complètement vide. L'absence était enivrante. Retour à la fête. Je ne connaîtrai les détails que le lendemain. Mais alors que la voiture de Daniel s'arrêtait devant la galerie, flash d'appareil photo. Robes élégantes, veste de costume drapée sur les bras, le chauffeur a suivi mes instructions. Ouvrir la porte. Tendre à Daniel la petite enveloppe contenant la clé du garde-meuble et une deuxième note. Puis partir. Pas de flânerie, pas d'attente, pas de visite touristique, juste un dépôt net. Il s'est retrouvé seul sur le trottoir dans sa tenue de week-end, son sac de voyage à la main. Entouré de gens habillés pour un gala de charité de la haute société. Et parce que le timing est tout, juste au moment où Daniel franchissait l'entrée, son père, debout avec un groupe de donateurs, a ouvert la boîte contenant nos bagues de fiançailles. Le choc s'est propagé dans l'espace. Murmure, regard subtil, la tempête parfaite. Puis Daniel s'est dirigé vers lui, hébété, serrant ma lettre. Si je pouvais mettre en bouteille le moment où leurs yeux se sont croisés, je serais milliardaire. De retour à la maison, la première vague. Un peu après 18h30, mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël. Appel, notification, texto cascadant si vite qu'il se brouillait. J'ai finalement ouvert l'écran par curiosité. Daniel? Que as-tu fait? Comment as-tu pu m'embarrasser comme ça? Mon père est furieux. Tout le monde me regarde. Whitney. Réponds-moi maintenant.
Sa mère, c'est cruel, inutile, vindicatif. Vous avez humilié toute notre famille. Numéros inconnus. Vous êtes dégoûtante. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Rappelez-moi maintenant. Chloé, c'est quoi ce bordel, Whitney? As-tu la moindre idée de ce que tu viens de provoquer? Isabella, tu l'as pris par surprise. Tu es toxique. Tu es déraisonnable. Tu as besoin d'aide. J'ai fait défiler les messages lentement, sirotant un verre d'eau froide comme si je lisais les bulletins météo. La vraie météo se trouvait à des kilomètres de là, dans une galerie pleine de gens que Daniel voulait impressionner. Il n'était plus embarrassé par moi. Il était embarrassé à cause de moi. L'ironie était assez riche pour être mise en bouteille. La dernière enveloppe, la petite note que le chauffeur lui a donnée à son arrivée. Elle disait: tes affaires sont dans un garde-meuble. Ta clé est à l'intérieur. Tu peux les récupérer à ta convenance. Je ne serai pas à la maison. WB. Propre, net, indéniable. La nuit tombée, j'ai éteint mon téléphone. Je l'ai posé face contre table et j'ai réchauffé des restes pour le dîner. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je ne me suis pas senti vengé. Je me suis senti libre. Le genre de liberté qui vient quand on arrête d'essayer de s'intégrer dans un monde qui n'a jamais été destiné à vous inclure. J'ai dormi comme une pierre cette nuit-là, et le lendemain matin, une rumeur a commencé à se répandre dans la ville. Une rumeur qui m'atteindrait à midi. Daniel Anderson s'est fait larguer au gala de sa mère. Bague rendue. Dépôt en limousine. Toute l'affaire un spectacle. Oh, Daniel voulait éviter l'embarras. Je lui avais simplement donné l'opportunité de le vivre de première main. Le samedi matin, le monde numérique avait déclaré la guerre. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il a vibré si violemment que j'ai cru qu'il allait se briser. Notification après notification arrivait. J'ai ignoré tous les messages de Daniel et je suis allé directement à la seule chose qui m'importait. La vérité. Et il s'est avéré que la vérité se propageait plus vite qu'un feu de broussailles. Mon ami Mia, qui connaît quelqu'un dans l'entreprise de traiteur qui travaillait au gala, a envoyé une note vocale sans salutation, sans préambule. Whit, tu ne vas pas croire ça. J'ai appuyé sur lecture. Son chuchotement était urgent, haletant, porteur de l'électricité d'un ragot frais. Il est entré en pleurant. En pleurant, Whitney. Devant tout le monde. Il tient une lettre. Son père tient une boîte avec les 2 bagues dedans comme si c'était quelque chose de terrifiant. Et toute la salle s'est juste arrêtée. Sa mère a essayé de l'entraîner dans un couloir latéral. Mais c'était trop tard. Les gens enregistraient. Il y a des mèmes. Des mèmes, oui. J'ai mis le message en pause, posé mon téléphone et j'ai juste respiré. Pas de joie, pas de vengeance, juste un soulagement. La tension dans ma poitrine s'est enfin relâchée. Daniel ne le savait pas encore, mais ce n'était que le début. En milieu de journée, le ton des messages a changé. Daniel, s'il te plaît, s'il te plaît. Parle-moi. Tu m'as pris par surprise. Je ne mérite pas ça. Ce n'était pas ce que ça semblait être. Tu as mal compris. Whitney. Réponds à ton téléphone tout de suite. Puis le revirement. C'est de la pression mentale. Ce que tu as fait était cruel et manipulateur. Tu as besoin d'aide. Le voilà, le renversement de situation en temps réel. Je n'ai pas répondu. Cela a semblé l'enrager encore plus car dans l'après-midi, la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux a commencé. Isabella a posté un carré noir avec un texte blanc. Les femmes malveillantes sont dangereuses. La manipulation est réelle. Protégez votre paix. Chloé a posté une photo de Daniel l'air affligé avec la légende. Personne ne mérite d'être humilié comme ça. Aux survivants de la manipulation psychologique. Nous vous voyons. Ainsi que Daniel. Daniel a posté un selfie de lui-même, l'air creusé et fragile. Légende, parfois, ceux qui disent vous aimer sont ceux qui vous brisent le plus.
Les commentaires ont afflué de la part de personnes qui ne me connaissaient pas. Tu mérites mieux, King. Elle a l'air instable. Fuis tant que tu le peux. J'ai regardé mon écran, complètement calme. Parce que j'avais quelque chose dont ils ignoraient l'existence. Un enregistrement. Pas d'eux me criant dessus. Pas d'une dispute, pas d'accusation. Un enregistrement d'eux m'insultant de leur propre voix. Cela m'a frappé soudainement, comme une tape sur l'épaule du destin. Un mois auparavant, Daniel s'était plaint que le stockage de son téléphone était plein. Je m'étais assise à côté de lui sur le canapé, l'aidant à transférer ses photos et mémos vocaux sur son vieil ordinateur portable. Son ordinateur portable, celui qu'il avait laissé derrière lui. Celui dont je connaissais le mot de passe, celui qui contenait chaque sauvegarde qu'il avait faite. Je suis entré dans le bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable, j'ai tapé le mot de passe. Le nom du chien de son enfance. Il s'est ouvert instantanément. J'ai cliqué sur ses mémos vocaux, et là, il y avait un fichier intitulé « Soirée 20 entre gars ». Enregistré le soir exact où je les avais entendus. J'ai appuyé sur lecture. Et c'était là, fort, clair, indéniable. Daniel, tu imagines si Whitney rencontrait ma famille élargie? Mon Dieu. Non. Elle est trop embarrassante. Chloé, elle parlerait probablement de paillis à l'oncle Robert. Rire. Daniel, mariage d'abord, puis je la formerai. Polir les aspérités. C'est une bonne pourvoyeuse. Isabella, ou passer à un modèle supérieur. Plus de rire. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que l'univers m'avait tendu un miroir. Leurs mots, leur arrogance, leur cruauté. Et soudain, la campagne de dénigrement n'avait plus aucune importance, car j'avais la vérité. Je n'ai pas posté l'enregistrement en ligne. Je ne les ai pas menacés publiquement. Je ne suis pas entré dans leur arène. Au lieu de cela, j'ai coupé l'audio en une brutale compilation de 60 secondes. Claire, concise, accablante. Puis je l'ai envoyé à 2 personnes. Au fiancé d'Isabella, Tom. Objet, je pensais que tu devrais entendre ça. Message, voici ce qu'Isabella et ses amis disent quand ils pensent que personne n'écoute. J'ai joint le clip. Tom a répondu en 6 minutes. Merci. Je n'avais aucune idée. Cela change les choses. Au docteur Anderson. Objet, clarification. Message, docteur Anderson, je n'ai aucune intention de faire de cela un spectacle public. Cependant, Daniel et ses amis ont commencé à insinuer publiquement que j'étais abusive. Cet enregistrement contient leur conversation de la nuit où j'ai mis fin aux fiançailles. C'est la voix de Daniel. Dans ses propres mots. Je ne le rendrai pas public à moins d'y être forcé pour défendre ma réputation. Whitney Barrett. J'ai joint le clip. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. En 3 heures, toutes les publications sur les réseaux sociaux ont disparu. Supprimées si complètement qu'on aurait pu croire qu'elles n'avaient jamais existé. Chloé a posté une photo de nourriture comme si de rien n'était. Isabella a posté son selfie habituel à la salle de sport. Daniel est devenu complètement silencieux. La campagne était terminée. Le récit était mort. La vérité avait fait son travail. Je me suis assise sur mon porche après le coucher du soleil, sirotant un thé. Regardant les lumières de la ville clignoter au loin. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me sentais pas tendu. Je ne sentais pas que je devais me réduire pour m'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Je me sentais puissante, calme, certaine. Je n'avais pas besoin de le blesser. Je n'avais pas besoin de gagner. J'avais seulement besoin de le laisser s'effondrer sous le poids de ses propres actions. Et il l'a fait, devant les personnes même dont il appréciait l'approbation plus que mon cœur. Il a essayé de me cacher. Il a essayé de me remodeler. Il a essayé de contrôler l'histoire. Mais le truc avec les histoires, c'est que la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et je n'avais même pas encore commencé à reconstruire. 4 mois ont passé. Pas rapidement, pas tranquillement, mais régulièrement. Comme une blessure qui se referme sous un bandage.
On arrête de vérifier chaque jour. Le monde n'a pas explosé. Je ne me suis pas effondré. La vie s'est simplement recalibrée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que c'était à nouveau ma vie. Je n'ai jamais recontacté Daniel ou son cercle. Mais les ragots, comme l'eau, trouvent leur chemin à travers n'importe quelle fissure. Isabella et Tom a mis fin à leur fiançailles en une semaine. Apparemment. Entendre sa future femme rire du fait qu'une autre femme soit formée et échangée contre un modèle supérieur fait quelque chose à l'âme d'un homme. Surtout quand il est le genre de personne qui valorise le caractère plutôt que l'esthétique soignée. Un ami m'a dit qu'il avait déménagé en silence. Pas de dispute, pas de finale dramatique, juste une valise et une phrase. Je n'épouse pas les gens qui se comportent comme ça. Pas de déclaration publique, pas de dispute, juste de la dignité. Imaginez ça. Leur mariage n'a pas pris fin, mais il s'est fissuré. Son mari l'a confronté. C'est comme ça que tu es avec tes amis? C'est comme ça que tu parles des gens? Chloé a essayé de déformer la situation. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mais le mal était fait. Quand votre mari voit votre vrai visage dans l'enregistrement de quelqu'un d'autre, on ne peut pas revenir en arrière. Les gens pensent que le karma est poétique, mais en réalité, il est embarrassamment littéral. Les nouvelles qui circulaient sur Daniel étaient sombres. Il n'a pas réemménagé dans son appartement. Il est retourné vivre chez ses parents. Et cette fois, la maison des Anderson n'était pas un manoir impeccable. C'était une cage dorée. Son père, le prestigieux chirurgien, se souciait de deux choses, sa femme et sa réputation. Et Daniel avait humilié les deux. Il n'y avait plus de sourire, plus de tapes indulgentes sur l'épaule. Plus d'invitations à des événements caritatifs pour réseauter. J'ai entendu dire que le docteur Anderson ne lui avait dit qu'une seule phrase le soir du gala. Répare ça. Mais Daniel ne pouvait pas. On ne peut pas réparer une vérité qui est sortie de sa propre bouche. Sa mère n'était pas mieux. La perfection enveloppée de perles, la déception enrobée de sucre. Elle lui aurait donné une allocation. Une allocation. Un homme de 32 ans avec un emploi en relations publiques vivant comme un adolescent puni. Je suppose que quand on se soucie plus de son image que de son intégrité. C'est à ça que ressemble l'âge adulte. 2 mois après la rupture, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Pas le mien, celui de Daniel. Une lettre de mise en demeure. Selon lui, je devais à Daniel une compensation financière parce qu'il m'avait soutenu émotionnellement. Il avait contribué à notre foyer de manière non financière. Il avait co-développé la vision de mes futurs plans d'affaires. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si follement délirant. J'ai tout transmis à mon avocat. Sa réponse, envoyée à l'avocat de Daniel, était un chef-d'œuvre de brutalité précise. Il a inclus, premièrement, la moitié des coûts non remboursables du mariage. Environ 40 000 $ en acompte et frais, que Daniel avait accepté, reçu juin. Deuxièmement, un journal détaillé de toutes les dépenses que j'avais couvertes. Paiement de voiture, facture de carte de crédit, vacances, cadeaux. Loyer pour les mois où il avait oublié sa part. Sous total, un nombre qui ferait avaler sa langue à la plupart des gens. Troisièmement, une note. Si M. Anderson souhaite poursuivre en justice, nous contre-attaquerons. De plus. Dans le cadre de la procédure de communication des pièces. Nous soumettrons un enregistrement audio de M. Anderson décrivant son intention de manipuler Madame Barrett après le mariage. Ce qui démontre des fiançailles de mauvaise foi et une intention malhonnête. Je n'ai plus jamais entendu parler de l'avocat de Daniel. Apparemment, l'enregistrement qu'il avait humilié socialement m'a aussi protégé légalement. La vérité est drôle comme ça. Il a fallu du temps pour se sentir à nouveau normal. Mais progressivement, mon monde s'est rempli de choses que Daniel avait autrefois méprisées. Je me suis jeté dans mon entreprise, décrochant 2 des plus gros contrats de ma carrière. J'ai renoué avec des amis qu'il n'approuvait pas. Je suis allé en randonnée et je suis rentré couverte de terre et absolument heureuse de l'être. J'ai redécoré la maison exactement comme je l'aimais. Pas d'installation d'art minimaliste, pas de palette de gris. La couleur est revenue dans ma vie. Et puis j'ai recommencé à sortir avec des hommes.
Rien de dramatique, rien de rapide, juste une curiosité lente et douce. Il y avait un homme, un vétérinaire nommé Noah, qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je me suis préparé, le vieil instinct. Et puis il a dit. Vous construisez des espaces extérieurs. C'est incroyable. Vous créez de la beauté dans laquelle les gens vivent. Pas de sourcils levés, pas de condescendance subtile, pas de classement mental de ma valeur. Juste de l'admiration. Cela m'a plus stupéfié que tout ce que Daniel a jamais fait. Il y a environ un mois, je travaillais dans un café, ordinateur portable ouvert. En train de modifier un plan de conception. Une douce musique indie jouait, les gens chuchotaient devant des pâtisseries. La cloche au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux et Daniel est entré. Il ne m'a pas vu au début. Il avait l'air plus petit, pas physiquement, mais émotionnellement. Comme un homme portant un poids invisible. Sa posture était voûtée. Ses vêtements, bien que chers, semblaient usés, non pas dans le tissu, mais dans l'énergie. Ses yeux étaient fatigués. Sa mère était avec lui, sa posture parfaite, son expression tendue, sa voix vive mais basse. Comme une réprimande coincée en mode répétition. Daniel hochait la tête à chaque mot, soumis. Puis il s'est tourné et m'a vu. Nos regards se sont croisés. Dans ce minuscule laps de temps, j'ai vu tout un spectre, choc, panique, honte. Il a immédiatement baissé les yeux, se détournant si vite qu'il a failli heurter une chaise. Sa mère a eu l'air confuse, puis irritée, puis l'a fait sortir sans poser une seule question. Et moi? Je n'ai ressenti absolument rien de laid. Pas de pic de colère, pas de joie, pas de triomphe, juste une compréhension douce et calme. Je ne l'ai pas brisé. Ses choix l'ont fait. Je me suis simplement retiré de l'épave. Il craignait que je l'embarrasse. Au final, il s'est embarrassé lui-même, encore et encore et encore. J'ai fini mon café, fermé mon ordinateur portable, suis sorti sous un chaud soleil. Et pour la première fois depuis des années, le monde semblait grand ouvert. L'histoire était terminée. L'avenir, le mien, enfin le mien, ne faisait que commencer. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.